Normalement, si tu fais ça là, hop. C'est très dangereux ce que je viens de faire, parce que t'as une chance sur deux qu'elle te fasse un champagne shower. Faut savoir que le pipi et le caca d'une tortue, excusez-moi, hein, je suis très pipi caca, mais c'est comme ça, je suis comme ça, désolé. Vous deviez le savoir au bout d'un moment. Le pipi et le caca d'une tortue, c'est complètement disproportionné. Genre une tortue comme ça, elle va vous faire des cacas aussi gros pratiquement qu'un humain ou un petit chien. Vraiment. Hein. Et là, une tortue comme ça, donc on est sur une tortue qui fait 40 et quelques kilos, et genre elle vous pond mon avant-bras. Quand elle fait caca, c'est mon avant-bras, frère. Et quand elle fait pipi, frère, t'as l'impression qu'elle a 20 litres à l'intérieur. Ça, c'est des petits bébés. Ah, c'est des petits bébés qu'on a eus. J'en ai deux, des comme ça. On les a eus en même temps. Ils étaient dans le creux de ma main quand on les a eus. C'était vraiment des tout petits bébés. Ils sortaient de l'œuf. Donc c'est mon pote Nono Turtle qui m'avait... j'avais parlé dans une vidéo, dans plusieurs vidéos, j'avais parlé que c'était mon rêve ultime d'avoir des tortues et tout. Et il m'a dit, bah, moi je suis là-dedans, dans les reptiles et tout. Et je peux t'avoir des tortues. Et donc, depuis, j'ai passé mes certificats de capacité... Et, tous les documents, les rendez-vous téléphoniques, les machins, les trucs pour pouvoir avoir des tortues. Et pour être capacitaire, pour récupérer des animaux malades, enfin des animaux qui ont été maltraités, donc notamment les deux grosses là. Là vous voyez, je sais pas si on voit, mais la carapace elle est complètement déformée. Ça c'est une bête qui est restée dans un hall d'immeuble, dans le noir, sans UV, sans les bons nutriments, sans les bons aliments, etc. Et lui, alors lui il a le bec cassé là, oh là là, regarde ça. Regarde le bec, frère. Regarde-moi ce bec. Là, c'est très dangereux ce que je fais, mais je la connais bien, cette tortue. Parce que là, en fait, c'est une tortue, c'est un bec, tu vois, le gros bec, là. Et là, tu vas voir, il va vouloir me bouffer le doigt. Tu vois? Et là, s'il veut, là, s'il me chope le doigt, il me le coupe, hein, directement. Quand tu vois la taille du bec, là, mon gars, ça, c'est du bec, tu vois. Et c'est affûté comme une lame de rasoir. Et pareil, lui aussi, il a manqué d'UV, etc. C'est des bêtes qui ont été du coup maltraitées parce que c'est des tortues africaines, elles ont des besoins très particuliers. Et moi, depuis que je suis tout petit, je rêvais de ça, vraiment, c'était mon rêve ultime, hein, bien plus que les lambeaux et toutes ces conneries. D'avoir des tortues, c'est vraiment ma satisfaction. Gros sac à merde. Espèce de gros sac à merde avec ton chibron qui pue le boursin. Ah, le porky. Donc là, elles ont tout ce qu'il faut, elles ont les lampes UV, elles ont les lampes chauffantes. Je leur ai fait cette petite... c'était une petite cave, il y avait des vieux stocks de bouteilles du château à l'ancienne, donc on l'a rénové. On a changé le revêtement au sol, on leur a mis de la terre, du sable, du foin, on leur a fait des cabanes. J'ai mis tout un système de chauffe, j'ai mis des lumières, des caméras, etc. De mon lit, si je veux, sur ma télé, paf, je check, je switch et j'ai la vue sur mes tortues, je peux checker tout ça, etc. Voilà, je suis vraiment épanoui, heureux d'avoir tous mes bébés qui sont là, toutes mes tortues qui sont là, d'avoir mes deux handicapés là qu'on est en train d'essayer de sauver. D'ailleurs, elles ne marchaient pas, hein, elles avaient les muscles complètement atrophiés. Et donc là, à les aider, pour ceux qui ont vu mes stories sur Snap et tout, lui qui était très handicapé du train arrière, on l'aidait. On faisait comme une sorte de skateboard en dessous pour l'aider à marcher. Et puis là, il a repris un peu d'effort. Et maintenant, c'est des tortues qui vont dehors, qui mangent, qui se chicanent entre elles. Donc une tortue, quand elle commence à essayer de pousser les murs, à tacler quelqu'un d'autre, c'est qu'elle est en bonne santé. Donc elles sont toutes en bonne santé. Et puis après ça, c'est nos bébés qu'on a élevés nous-mêmes depuis l'œuf. Et là, ils sont magnifiques, quoi. Les carapaces sont parfaites. Les bébés comme ça, là, car ils veulent pas pousser, frère. Voilà la pauvre crotte de nez là-bas, là. Elle en finit pas de grandir. Les autres, elles sont à 2 kilos. Lui, il est là, il fait 100 grammes, frère. T'as envie de la mettre à l'envers sur un petit camping-gaz, là, faire chauffer la carapace, comme ils font en Afrique. Hop, et puis dedans, après la cuillère, tu manges ta petite tortue comme un œuf à la coque, frère. Oh putain! J'ai eu peur, j'ai cru que c'était une tortue qui était sur moi qui est tombée, frère. Je fais des rêves, hein, mec, mes pires cauchemars, c'est pas je meurs et tout, hein, c'est des trucs horribles avec mes tortues, laisse tomber, je suis omnibulé par mes tortues. Et il est content, il a mangé une ronce. Putain. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, les... Bonjour les amis, bonjour les investisseurs, bonjour les entrepreneurs. J'adore faire cette intro, cette intro de vendeur de formation là sur YouTube. Bonjour les entrepreneurs, bonjour les futurs millionnaires. Dans quelques heures, si vous avez acheté ma formation, vous serez millionnaire en 8 heures, comment faire. Et bonjour à tous ceux qui ont envie de taper dans la butte et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, est assez important. C'est un retour d'expérience et je pense qu'il est intéressant pour pas mal de gens. Il a été très intéressant pour moi aussi. Pour la simple et bonne raison qu'on va évoquer mes différents échecs sur mon petit parcours entrepreneurial. Depuis quelques années, hein, c'est quand même assez récent, hein, sur tout ce que j'ai créé, développé, etc. J'ai pris 2-3 claques dans la gueule. Et le but de cette vidéo, ça va être d'en parler. Alors il y en a un, il est assez récent, hein, c'est cette année. C'est ma fameuse société de location de véhicules de luxe. Ça a été un échec.
J'ai pris une tapette derrière l'oreille, mais je vais vous expliquer quelque chose qui est, je pense, très intéressant, enfin que je trouve intéressant. Il y en a deux autres, c'est des choses un peu plus petites et qui sont un petit peu plus vieilles. Je voulais sortir une marque de fringues qui était dédiée plutôt aux gens qui kiffaient la vieille mécanique, les vieilles motos, les vieux engins, les vieux trucs. Et je me suis fait surprendre un peu par le travail que je développais à côté. Et on a lancé des premiers protos et j'ai eu des retours pitoyables. On avait fait un super site internet avec une marque à part entière, tous les codes d'une marque, pour sortir des choses, des visuels un peu vintage, des procédés un peu différents de vêtements, etc. J'ai mal préparé le marketing, c'est le premier échec qui m'avait fait un peu chier d'ailleurs. C'est aussi pour montrer ce genre de vidéo qu'il y a des choses qui marchent, mais il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Pour qu'il y ait des choses qui marchent, il y en a qui échouent et qui me coûtent de l'argent. Pour introduire un peu cette vidéo sur les différents échecs que j'ai eus, aujourd'hui, YouTube, moi, c'est ce qui m'a lancé, c'est ce qui me permet d'avoir de la visibilité, c'est ce qui me permet de m'épanouir, de faire des vidéos, etc. J'adore ce que je fais. Aujourd'hui, YouTube, c'est vraiment devenu, et c'est ça qui me permet, entre guillemets, d'avoir des échecs qui me foutent pas à terre. Pour parler en transparence, c'est plus la rentrée d'argent principale. Ce qui n'empêche pas que ce n'est pas le projet principal dans ma tête. Moi, aujourd'hui, ce qui me prend le plus de temps, c'est YouTube. C'est la création de vidéos, la création de contenu, etc. C'est ce qui est vraiment le plus chronophage dans mon emploi du temps. C'est aussi ce que j'adore faire. Et c'est ce qui m'a créé, hein. Moi, s'il n'y avait pas mes abonnés qui me suivaient, s'il n'y avait pas des gens qui étaient derrière moi, s'il n'y avait pas des gens qui croyaient en moi, s'il n'y avait pas des gens pour me soutenir, quand on me dit que mes concours ils sont faux, quand on dit que je suis un héritier qui a aucun mérite, etc. Voilà, j'ai pas plus de mérite que quelqu'un d'autre. C'est vraiment un gros sac à merde. T'as vu comment il est? T'as vu comment il est, ce salaud? Alors, gros sac à viandasse. Gros phallus. C'est aujourd'hui un petit peu le principal de ce que je fais. Mais c'est pas celui qui me rapporte le plus d'argent parce que j'ai diversifié. Donc en fait, tu as quand même une différence dans les échecs que tu subis en fonction de ça. Pour vous reparler dans l'ordre chronologique, le petit aparté que je viens de faire sur YouTube et le fait que ce soit aujourd'hui un pourcentage des revenus de mes entreprises, c'est pour vous expliquer qu'il y a quand même un moment donné où YouTube, quand c'est le principal des revenus, tu en es très dépendant. Ah, il y a Grince du bec. Incroyable. Tu es très dépendant au début parce que c'est tes revenus principaux, parce que tu n'as pas, si tu veux, développé mille et une choses. Et il y a des étapes en fait jusqu'à des échecs comme le dernier que je vous évoquerai, où là c'est beaucoup plus d'argent en jeu, mais ça me met moins sur la paille. Parce que j'ai développé plein d'autres choses. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, quand tu acquiers une certaine stabilité dans ce que tu développes, quand tu diversifies assez, bon, si tu as un pion qui tombe, t'as quand même les autres, tu vois. C'est comme le fait d'avoir un portefeuille en bourse et de ne pas tout mettre chez Elon Musk qui demain va péter un câble et réinvestir 4 milliards dans le Bitcoin, alors que tu n'as pas envie de faire ça. Tu vois, toi, tu investis chez Tesla. C'est ça qui m'a permis, en fait, le fait de me diversifier dans mes activités, de pouvoir essayer des choses. Tu vois, et de me dire je me lance un peu dans le vide mais je vais voir. Et il y a des fois ça passe très bien, il y a des fois ça passe pas, tu vois. On a commencé avec une marque de vêtements, on a fait des shootings photos, on a fait des premières quantités, on a fait le site internet, on a payé les hébergements, on a déposé les droits, enfin on a fait tout un tas de trucs pour vraiment quand je lance le truc c'était parfait. Et ça je l'ai lancé avec Essential Airsoft, je me lançais dans le vide pour les deux, hein. Moi, Essential Airsoft, au départ, c'était vraiment l'idée de me dire je suis passionné par l'airsoft. Au tout départ, moi, je m'étais dit en lançant cette petite société, ça va peut-être couvrir mes frais d'utilisation, me payer des répliques et pouvoir consommer des billes. Voilà, c'est tout à fait légal et en plus de ça, moi, ça me permet de ne pas payer mon loisir. J'aurais pas pensé que j'allais développer un plaisir, parce que c'est quand même la première entreprise réellement que j'ai développée en plus de YouTube. Moi, au départ, je suis parti à faire des vidéos sur YouTube, je savais pas que ça se monétisait. Après, il a fallu se régulariser en faisant une entreprise. Et puis après, j'ai dit, tiens, pourquoi pas lancer un truc d'airsoft, tu vois? Vraiment comme ça. J'avais déjà une certaine stabilité sur YouTube. J'avais mis un peu ce que j'avais de côté. Je me rappelle, j'avais acheté 5 000 € de stock. J'avais Lucas qui est toujours avec nous, hein, qui s'occupe de tout le marketing, etc., du développement. Un peu du off du site internet sur place. Et c'est Lucas qui a bossé pendant 3-4 mois sur le site à fond, qui a tout créé, qui a développé. Il y avait mon ancien monteur aussi avec qui on avait pas mal bossé dessus. On a sorti Essential Airsoft et en parallèle, j'ai ma passion pour la comptabilité, pour la fiscalité, etc. fait qu'en fait, je me suis dit, mais
Je veux pas juste payer mon loisir, je veux en faire un truc de ouf. Aujourd'hui, on a plusieurs salariés sur l'entreprise. Aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires assez conséquent. On est vraiment numéro 1 ou 2 des gros sites français. Donc on est vraiment pas mal. Et puis on est surtout très très bien placé en tarif. Je suis content d'avoir réussi à faire ça. Je suis content de pérenniser ça. On est en train de développer, on a plein de nouveaux axes, on a sorti des nouveaux sites internet. Enfin, je suis très content de cette entreprise qui est partie de vraiment zéro. On y met du cœur à l'ouvrage, hein. Je vous promets que voilà. Mais par contre, je me suis toujours pas payé avec cette société-là parce que j'ai préféré garder la trésorerie pour essayer d'embaucher des nouvelles personnes qui vont aider au développement de l'entreprise avant de chercher à me payer moi, sachant que j'avais pas besoin dans le sens où je vis déjà, si tu veux, je paye mon papier toilette et ma bouffe avec ma société que j'avais déjà avec YouTube. J'ai toujours voulu réinvestir 100% de ce que j'ai généré pour développer cette boîte. Et c'est ce que je fais avec d'autres entreprises, hein, évidemment. Je suis plutôt dans une logique de réinvestissement à fond, qui vont me permettre aussi d'avoir cette petite roue de secours quand je développe des projets qui foirent. On a eu un petit peu The Merge sur Essential Airsoft il n'y a pas longtemps. On a changé le site, on a changé les procédés, on a changé les prix, on a changé les produits, on a changé plein de choses. Et en gros, c'était on ou off, quoi. C'était ça passe ou ça casse. Et je me suis dit, écoute, je me laisse un mois, je m'autorise 30 000 € de perte. Si je perds maximum 1 000 € par jour pendant un mois, je persiste. Si c'est plus, je reviens au système d'avant. Si c'est moins, je continue. Et donc, j'ai perdu de l'argent les 5 premiers jours et après, j'ai fait x5 sur mon chiffre d'affaires. Mais on a mis plein de stratégies en place, on a développé du marketing, on a 2 personnes aujourd'hui avec qui travaillent avec moi sur le marketing. Romain et Marin, qui sont des personnes adorables avec qui on bosse et qui te mènent vers le haut. C'est ultra intéressant de bosser avec des gens comme ça parce qu'il y a tellement de biais et de choses à faire sur l'environnement d'une entreprise et surtout quand on est sur du e-commerce qui est très intéressant et qui permet de développer énormément de chiffre d'affaires et tout en ayant mon fil rouge qui était d'être le moins cher entre guillemets. C'est-à-dire que le client, lui, je reste le moins cher avec mon stock en France, avec des salariés français, tu vois. Donc il y a quand même un gros atout, je trouve, pour le client. Là, je m'égare un peu, mais pour vous expliquer que je lançais cette marque de vêtements en même temps. Donc on avait tout fait, comme je disais, les shootings, le stock, les mannequins, on a pris des photos et tout, machin truc. Et donc ça n'a pas pris, on a fait du teasing, en fait on fait des essais sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous kiffe, est-ce que vous kiffez pas? Et on a lancé le truc et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, ça a été un gros échec. Et donc plutôt que de commencer à lancer un truc de ouf, à payer, en fait c'est beaucoup de charges sur un site internet, etc. Pour des résultats qui seraient très bas, très négatifs, j'ai préféré me dire bah écoute, je me mets pas une deuxième balle dans le pied, pour ceux qui ont l'anecdote. Et donc on a laissé tomber et ça m'a fait beaucoup de mal. Je l'ai un peu mal vécu au début parce que c'était quand même encore plusieurs milliers d'euros, donc on n'est pas non plus sur des sommes incroyables pour certaines personnes, mais au début quand t'as pas beaucoup de sous, plusieurs milliers d'euros, ça fait très mal, tu vois. Et donc j'ai toujours du stock de t-shirts. Un jour, je ferai peut-être une collab avec la boiserie et dire voilà, ça c'est mythique les gars, c'est un échec. Je vous sors ma collab avec mon propre échec. Peut-être qu'on le fera un jour. Et donc voilà. Et pourtant le truc était sympa, mais bon, ça n'a pas pris, c'est comme ça. Et donc ça allait encore, ça c'était un premier échec, mais qui était plus psychologique que réel, parce que c'était pas très grave. J'avais quelques centaines de t-shirts, voilà, du temps, des gens qui ont bossé sur des sites et tout, nous qui avons pris moi qui a passé des soirées à faire des notes, à faire des trucs, bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, et c'est comme ça après que tu cherches les problèmes, et que tu vas faire le teasing avant de faire le site internet, avant de déposer à l'INPI, avant de prendre les droits, les machins et tout. En fait, c'est en faisant ces erreurs-là en fait, que tu apprends. Alors tout le monde dit oui, les échecs, c'est ça, machin. Alors, oui, il y a des échecs qui t'apprennent beaucoup de choses. Il y a des fois des échecs qui t'apprennent rien du tout. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'en général, tu tires quand même toujours une petite leçon et tu fais mieux la prochaine fois, ou en tout cas, tu évites certaines erreurs. Encore une fois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à plus perdre d'argent sur les concours. C'est vrai qu'au début, nous, on s'est lancé un peu dans le vide, on savait pas trop ce que ça allait faire, j'étais stressé. Avant, on perdait un peu de sous, après on a perdu beaucoup de sous, parce que c'était le début. Après, on s'est stabilisé, aujourd'hui, on gagne des sous. Franchement, c'est cool, quoi. Donc, on a réussi à faire ce petit écosystème concours qui est pas mal, alors qui est souvent copié, etc. Malheureusement, les gens, c'est malheureux, mais ceux qui copient qui essayent de se dire « Oh là là, c'est une pompe à pénis. » Une pompe... Le mec qui dit trop pompe à pénis, tu sais, dans sa journée. Les gens se sont dit « C'est une pompe à fric, le truc, on va faire des concours. » Et beaucoup ont perdu de l'argent.
Et c'est des youtubeurs que je connais hein, qui ont essayé et les gens ne se rendent pas compte du taf que c'est. Nous, c'est 1 an de préparation, des dizaines de rendez-vous, des gens qu'on embauche, des intérimaires, des locations de bâtiments, de matériel. Enfin bon. Et donc, pour revenir à ces différents échecs, en tout cas, quand je lance des nouvelles choses, celui-là, cette marque de vêtements m'avait permis d'apprendre. J'ai voulu faire une gamme de produits d'entretien de voiture. Donc là, pareil, petite claque derrière la tête. Donc ça, c'est le 2e échec. J'avais lancé une gamme de produits entretien de voiture sur mon site La Boiserie. Pareil, on a tout fait bien. Les rendez-vous avec les gens qui allaient me faire les produits, le packaging, les étiquettes, les mentions légales, les pages sur le site internet. Donc on avait dépensé pas mal de sous. Et moi, vu que dès le départ, dès que je gagnais de l'argent, cet argent-là, je m'en servais pour embaucher une personne de plus et pour développer les projets, etc. Et donc là, j'avais cet argent de côté, pareil, je l'ai mis là-dedans en me jetant dans le projet à 2000%. Et donc je reçois mes premières commandes, surtout que c'était des implantations à plusieurs dizaines de produits à chaque fois. Donc on ne pouvait pas faire un petit test, tu vois. Et donc on a lancé le truc, les gens commandent. C'est pas la folie, mais les gens commandent, les gens trouvent ça cool, tu vois. J'avais fait vraiment tout un tas de trucs sympas, des nettoyants tableaux de bord, des nettoyants jantes, des machins. Et donc moi je me lance là-dedans, mais à l'époque, c'était quand même, on parle de ça il y a quand même 5 ans, 6 ans. 6 ans ou même ça se trouve 7, c'était au tout début. Hein. Que je lance le truc et donc les gens ils sont cool, ils me font confiance, ils me suivent dans le truc et tout. Ils se disent bon on essaye, surtout que les produits marchaient vraiment bien. Et là, gros problème, tous les gens avaient leur colis qui arrivait trempé, vide. Il y avait que les bouteilles, en fait, le produit était cassé parce qu'on avait un gros problème sur les pulvérisateurs. Et même les petites bouteilles qui étaient une sorte de plastique rigide, les colis ils sont balancés, hein, vous savez très bien comment ça se passe. Et donc les mecs ils arrivaient avec des cartons qui étaient trempés, du jus et de la mousse partout dedans, et des pulvérisateurs cassés ou des bidons fissurés, etc. Et donc en fait c'était un carnage. On a renvoyé des fois jusqu'à 95% du matos. Et on a remboursé après parce que ce qu'on renvoyait pétait aussi. Pourtant, à la fin, je pétais les plombs. Je disais, bah, c'est pas possible. On travaillait encore dans mon sous-sol avec ma mère. On faisait des boules comme ça autour des bidons, de mousse, de bulles, papier bulle. On faisait des boules comme ça. J'ai dit comme ça. On faisait des tests. Je me rappelle dans la cour, on disait là, c'est pas possible. Mon bidon d'1 litre. Je mettais des reprises de volée dans le truc, ça cassait pas, mais on envoyait des colis qui étaient comme ça pour envoyer un bidon d'1 litre, quoi. Donc c'était pas rentable. Et on avait quand même des trucs qui arrivaient cassés. J'en ai eu plein, hein, des galères comme ça. Mais on a fait des mugs en terre cuite qui arrivaient cassés. On a fait plein de choses comme ça qui étaient nulles. Mais c'est des petits détails sur une marque. Là, j'ai lancé une gamme de produits d'entretien, comme l'autre marque de vêtements. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a lancé avec des sites internet, avec des pages produits custom, avec des implantations, des avances de trésorerie et tout. Et donc là, je me remets en face du problème. Je cherche des nouveaux packaging, mais sauf que la société avec qui je faisais ça pouvait pas changer ses packaging. Donc il fallait que je trouve quelqu'un d'autre pour me refaire des produits, me refaire des trucs. C'était au moment où la boiserie, ça se développait à mort et j'étais tout seul pour faire les montages, les tournages vidéo, la boîte d'airsoft, plus ma boîte de vêtements. Donc il y avait ma mère qui s'occupait de l'expédition, mais je veux dire, on avait 1 milliard de choses à faire et ça se développait, donc on avait la gueule sous l'eau. Je l'ai toujours, hein, mais c'était vraiment plus possible et du coup, j'ai dû me dire, bon, c'est un échec. Tu prends ça dans ta gueule et tu continues, t'avances et tu lâches rien, quoi. Tu lâches rien, tu dors pas mal la nuit et tu te forces et voilà. Encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Oh, c'est pas bien grave ». Mais quand tu commences et que tu mets tout ce que tu as de côté, tu as déjà eu des échecs, tu te dis « Bon, là, je refais pas les mêmes erreurs » et là, tu as des trucs inattendus, tu vois. Moi, j'ai énormément de chagrin et de compassion pour les gens qui avaient des boîtes de nuit pendant le Covid, les restaurateurs. Alors, il y en a qui ont été aidés, hein, donc les gens passent leur temps à pisser sur l'État, mais… Oui, il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y en a beaucoup qui ont sauvé leurs entreprises grâce aux aides, et il y en a malheureusement pour des histoires de barème qui n'ont pas été dans les clous et qui ont tout perdu. Et ceux-là, j'ai mal au cœur pour eux, quoi. Parce que ces gens-là, c'est pas eux qui ont fait l'erreur de choisir un mauvais packaging comme moi, c'est pas eux qui ont fait l'erreur de sortir une marque de fringues qui n'a pas plu comme moi. Eux, tout marchait. Mais ça a été un événement extérieur. Et ça pour un entrepreneur, c'est la mort. Les mecs qui ont développé, qui ont changé de statut juridique et qui, du coup, n'avaient pas 1 an dans ce nouveau statut juridique, n'ont pas eu les aides.
Les mecs, ils ont fait des crédits, ils avaient des salariés à payer, ils ont tout perdu, mec. Enfin, ça me rend malade, quoi. Les flics qui viennent dans ton magasin parce que tu veux faire du click and collect. Mais nous, on l'a eu à notre petite échelle, hein. On tournait des vidéos de moto sur des terrains privés, on avait les flics à chaque fois. Et les gendarmes, ils arrivaient en disant désolé, nous, on nous dit de venir, on vient. C'est-à-dire que les pauvres gendarmes, ils y sont pour rien, eux non plus. On est sur le vrai problème qui vient d'en haut. Et les gendarmes, ils arrivent, ils disent désolé, on doit vous dire de dégager. Mais mec, on est chez nous. Oui, mais c'est le confinement. Mais le terrain, il est à nous. Bah oui, mais c'est le confinement. Mais vous devez être dans la maison. Oh putain, quoi, l'enfer, frère. Franchement, l'enfer. Pourtant, on a une société, on a les gars qui sont cadreurs, on a des caméras et tout. Non, alors nous, ça allait, hein, on se barrait, ça allait. Mais il y a des gens qui se sont fait emmener en garde à vue parce qu'il allait chercher son poisson pour faire du click and collect dans son restaurant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça, moi, ça me fusille la gueule, quoi. Tout ça pour dire qu'il y a des paramètres extérieurs au fait Donc déjà, il faut que toi, t'arrives à tout. Et même quand t'arrives à tout, tu peux quand même prendre une claque dans la gueule, tu vois. Et donc voilà, ça, c'était pour le deuxième échec, entre guillemets, qui a été tranquille, mais ça fait toujours chier quand ça fait un petit peu chier dans ton ego, parce que quand tu te lances dans un truc, moi, c'est même pas une ego, moi, c'est surtout de me dire, bon, moi, j'essaye de réinvestir 100% des gains d'une entreprise. Et quand tu foires... tu vois, si tu arrives à mettre 5000 de côté avec une boîte qui est jeune et tout, et que tu les foires ces 5000 là, putain, ça fout la haine. J'ai continué en parallèle à développer plein de choses, c'est pour ça que ça m'a pas mis sur la paille, que ça m'a pas mis au chômage ou à vendre ma maison, etc. Et je touche des carapaces, frère, pour que ça n'arrive pas, tu vois. Mais je mets énormément de choses en place, et aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de gens qui se disent l'autre avec son château, son machin, alors en attendant, le château, il appartient toujours à ma banque, hein, donc l'argent, bon, j'ai mis un apport, hein. J'ai juste été éligible à l'achat d'un château, qu'aurait été la même chose qu'un bâtiment à Nantes, hein. À Nantes, le bâtiment de Shiftech et du magasin de moto, il vaut plus cher que le château. Et on ne me traitait pas de sale riche, tu vois, ou de sale châtelain. C'est la même chose, en fait, c'est un bâtiment professionnel, hein, mais qui a une gueule différente. Sauf qu'en plus, moi, je paye un loyer à ma propre SCI, tu vois. Les gens se disent, oh, l'autre, il est riche à chier et tout, mais mec, je réinvestis 90% de ce que je gagne. Sauf que, bah oui, aujourd'hui, les 10% qui restent, ils sont de plus en plus conséquents. Mais ça n'empêche que c'est à titre perso, et ben je les réinvestis bien aussi et je fais tout comme il faut. Enfin, j'essaye de tout faire selon mes convictions. Continuer à développer mes entreprises, continuer à me lancer les yeux bandés dans certains projets. Les voitures, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent l'autre, Lamborghini, machin truc. Mais tout est calculé, quoi. Comme je vous avais dit, la Lambo, toutes les voitures que j'achète, soit je les achète bien, soit je les achète... Il y a une utilité, il y a un truc, enfin voilà. Il y a aussi des fois des choses que je me permets de faire pour mon propre kiff, hein, tu vois. Si j'étais rendu à ce point-là frustré, bah, je fumerais pas de chicha parce que ça coûte cher. Et donc du coup, dernier échec, et celui, je pense que tout le monde attend, c'est le titre de la vidéo, c'est la miniature, c'est ma boîte de location de véhicules de luxe. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal, ça fait mal. J'ai réfléchi, je me suis dit, bon, il y a une attente, il y a quelque chose. J'ai voulu arriver avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui se faisait pas trop, quelque chose de sympa. Donc cette société, bah, j'ai un peu encore inversé les choses malgré que j'ai réfléchi, mais je me suis dit, bon, normalement en lançant le truc, aujourd'hui quand je lance une nouvelle société, les gens me suivent, vous me suivez, vous êtes derrière moi, ça fait trop plaisir. Ah, c'est un avion de chasse. Ah, ça c'est Medo qui va à Shiftech Tour. Il a un rendez-vous. Comme je disais, vous me suivez à chaque fois que je lance un nouveau truc, vous êtes à fond. Parce que quand je lance un nouveau projet comme ça, vous êtes en général 120 000, entre 100 et 150 000 à vous abonner au nouveau compte. J'ai lancé Essentiel Airsoft. Essentiel Airsoft, on a eu 100 000, mais c'était un peu avant. J'ai lancé Essentiel Location, on a eu 100 et quelques mille. Mon magasin de moto, on a eu 140 000 abonnés. Enfin, c'est incroyable, quoi. À chaque fois que je lance un truc, vous êtes à 1 milliard % avec moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais lancer ma boîte de loc. Je vais bien tout préparer. Comme ça, quand je vais lancer le truc, ça va être fou, quoi. Et ça a été fou. Ça a été fou, c'est ça le pire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je prépare des mois à l'avance. On prépare un site internet avec une belle page qui a de la gueule, qui est bien faite, un beau site vitrine qui renvoie vers les liens, vers le truc. On fait un compte Instagram, on fait des shootings photos. J'achète les voitures. J'achète plus d'1 million d'euros de voitures. C'est ça ce qu'il faut se mettre dans la tête. Il y avait l'Aventador que j'avais mis dedans, mais ça c'était plutôt pour le délire. Et on se réservait le droit de la louer, mais avec chauffeur. Et puis ça fait bien quand tu montres des voitures que tu veux louer, de montrer qu'il y a une Aventador. Surtout qu'il y a 99% des gens qui n'auraient pas voulu la louer parce que ça aurait été trop cher. Et le pourcent des gens qui l'auraient voulu, eh ben, on l'aurait loué avec un chauffeur pour un mariage, un truc comme ça fait toujours kiffer. J'achète, je sais plus, entre 1 et 2 millions d'euros de voitures parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. J'avais acheté le Brabus. Quand le gagnant avait gagné la Huracan jaune, il avait pris le chèque de pratiquement 200 000 euros.
Et moi, du coup, j'avais gardé la voiture, donc c'est comme si je l'avais rachetée, en fait, hein, l'équivalent du chèque qu'on a fait à l'abonné. J'ai acheté la Aventador, j'ai acheté l'Audi RS6, une 320D qui était full M3, mais c'est quand même des voitures à 20-30 000 euros. J'avais la M3 G80 compétition. Donc c'était beaucoup de voitures qui coûtaient très cher. Ce million d'euros, entre guillemets, t'es pas prêt à le perdre, parce que je savais bien qu'en achetant des voitures, s'il y avait une galère, je pouvais les revendre. Mais quand tu achètes beaucoup de voitures d'un coup, bah, tu t'es moins en phase de négocier, et quand tu veux les revendre vite, tu es moins en phase de les vendre cher. Tu as toujours un petit 5%, 10% que tu peux prendre en pleine tête sans le voir venir. Et puis les frais, les cartes grises, les machins, c'est un enfer. Donc je décide de me dire, je me lance là-dedans, on verra bien, si ça marche pas, je revendrai les voitures, j'aurai des pots cassés, mais on va sauver les murs. Je pouvais me permettre à cette étape-là de ma vie, qui est pas vieille hein, du tout, me permettre de perdre voilà, un peu de sous en me lançant ce projet, mais j'étais vraiment sûr de moi. J'étais pas sûr de moi, mais j'y croyais à fond dans ce projet. Donc je fais les choses bien, les voitures, c'est des voitures françaises, immatriculation française. On a payé des avocats fiscalistes, des juristes, des huissiers, des machins pour faire des contrats de location. On a négocié des contrats avec des boîtes d'assurance, mais des trucs de malade. Vous ne pouvez pas vous rendre compte la paperasse que ça a été, les rendez-vous que ça a été pour rédiger des contrats de location. C'est l'enfer. Et plus on avançait dans le truc, plus je me mettais des bâtons dans les roues, plus je me disais j'ai encore plus envie d'y aller, plus c'est galère, plus je me dis je dois y arriver, tu vois. Et on a réussi à avoir des contrats, on a réussi à avoir les assurances. Et aujourd'hui, faire de la location de véhicules français avec une immatriculation française, c'est-à-dire légale, parce que le reste, c'est pas vraiment légal, c'est une faille juridique. Mais il y en a qui le font, hein. Grand bien leur face. Je voulais tout faire bien. Donc les cartes grises, fallait les faire. Tu vois, on pouvait pas avoir la voiture sous un nom, sous un garage, par exemple, comme on fait sur d'autres sociétés, où tu as une boîte garage où tu payes pas les cartes grises, tu fais des déclarations d'achat, etc. Là, il a fallu immatriculer les voitures, payer les cartes grises et tout. C'était un enfer. Ça a coûté des dizaines de milliers d'euros de cartes grises. Enfin, c'était la mort. Les contrats avec les juristes, ça a été des sommes énormes pour faire des contrats de location parce qu'on a tout fait sur mesure. On n'a pas repris une base et on a copié. On a tout fait sur mesure avec les textes de loi, machin. Ça a duré 8 mois. Les assurances, ça a été un enfer. Enfin, ça a été tout un truc. Et quand c'était fini et qu'on a dit on peut lancer le bordel, je me suis dit putain, là, faut que ça marche parce qu'on y a mis du cœur à l'ouvrage. On lance le truc. Et là, ça marche. Ça va. Pas ouf. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais ça va. Et c'est un lancement. Et là, gros problème. Donc, lancement, je vois que c'est pas incroyable. Je me dis, putain, quel enfer. Je me dis, comment on va faire? On n'a pas des résas de fou, quoi. Alors, on a loué 2-3 fois telle ou telle voiture, tel truc, voilà. Et il y avait une raison principale, c'est qu'on était cher. Pourquoi cher? Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'il y a énormément de boîtes de loc de voitures qui font des trucs avec les voitures de Pologne. Donc en fait, le business, il est très simple, c'est que les mecs, ils vont louer les voitures en Pologne à des sociétés de location de voitures en Pologne ou dans d'autres pays, hein, mais souvent ça se fait en Pologne. Ils louent la voiture pour 6 mois, 1 an, ils la ramènent en France, et la location de 6 mois, 1 an en Pologne, le mec, s'il la sous-loue en France, il fait 3-4 week-ends, il a payé les 6 mois. Façon de parler, hein, c'est peut-être pas ça, mais vous avez compris. C'est-à-dire qu'en quelques locations de plusieurs week-ends, il a remboursé les 6 mois de location. Donc après, c'est que de la marge. Mais il y a une faille là-dedans. Ceux qui le font et qui ne se font pas attraper ou qui n'ont pas de problème, tant mieux pour eux, ils sont plus malins que les autres, c'est tout. Le truc, c'est que les voitures ne sont pas immatriculées en France et il y a une loi française. C'est un peu plus complexe que ça, mais je vous explique le truc en gros, qui veut dire qu'en gros, ces voitures qui sont louées en Pologne, elles sont assurées avec une assurance polonaise. Ça veut dire qu'elle n'est pas assurée avec une assurance française, parce qu'une assurance française, elle demande une carte grise française. Et donc, cette assurance en Pologne, elle va assurer sur les autres territoires. Comme toi, avec ta voiture française, tu peux aller en Espagne. Par contre, la voiture, elle est assurée pour rouler en France avec l'assurance polonaise, mais elle n'est pas assurée pour le corporel. Ça veut dire que s'il y a un accident et qu'il y a quelqu'un qui se tue, ou qui devient handicapé, ou qui se fait très mal, c'est pas assuré. Et il y a des mecs qui sont à Fleury-Mérogis. Il y a des mecs qui ont des boîtes de location de voitures. Il y a eu malheureusement un décès. Un gars qui s'est tué au volant d'une voiture de loc polonaise et le patron de la boîte de loc, il est en tôle, quoi. Donc ça rigole pas du tout. J'ai dit, je lance le truc et vu que tout ce que je fais, c'est ultra safe, ultra bien fait, ultra ficelé, j'ai dit, c'est soit je le fais bien, soit je le fais pas. Et je me suis dit, en ayant ces arguments d'avoir des voitures françaises, des voitures assurées,
des voitures assurées pour le corporel, une création de société, des salariés, tu vois, j'ai lancé tout un truc. J'ai vraiment mis beaucoup d'argent dans le développement de ça, dans le juridique, dans les sites internet, dans le marketing. J'ai mis des dizaines de milliers d'euros. Ouais, entre 15 et 25 000 euros, ça a dû me coûter cette histoire. Je vois que ça prend pas de ouf, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des montants un peu chers. Et effectivement, je peux pas rivaliser en louant ma Lamborghini 1800 euros le week-end quand je vois qu'il y a des mecs qui louent ça 600 balles. Enfin, tu vois, ça sert à rien. Alors oui, les voitures, c'est pas les mêmes. Oui, la prestation, elle est pas pareille. Enfin, il y a 1000 choses. Mais en même temps, il faut aussi se mettre à la place du mec qui veut louer une caisse et qui veut se faire un kiff. Il va aller chercher le moins cher. Et lui, il va pas se dire je vais avoir du corporel ou je vais écraser quelqu'un. Lui, il se dit je veux payer le moins cher, le reste, je m'en bats les couilles. Et je suis un peu comme ça aussi. Donc il faut être transparent. Et les gens, ils vont plus vers une boîte de location polonaise, même si c'est Lulu la boiserie qui loue ses voitures. Ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. J'ai persisté, on a changé des choses, on a amélioré, on a changé des voitures, j'ai pris des nouvelles voitures. Je voyais que ça prenait pas. Après, j'ai revendu toutes les voitures pratiquement. Et j'ai dit, bah, je vais garder que 2 ou 3 caisses, le Classe G, ma 320D, nanana. Et j'ai dit, bah, ok, maintenant je change, je vais faire de l'utilitaire. Donc j'ai acheté un camion Ben, j'ai acheté un Sprinter, j'ai acheté... voilà, j'ai voulu remettre en place des nouvelles choses. On a fait remodifier le site internet, on a fait remodifier les contrats. Et on n'a rien loué, frère. Le bide complet. On n'a rien loué. On y a mis du cœur à l'ouvrage à plusieurs. Et c'est démoralisant. Parce que ça n'a pas pris, frère. Et tout le monde se dit, ah l'autre, lui, tout ce qu'il touche, ça marche, tout ce qu'il fait, ça marche. Mais pas du tout, les gars. On est dans un monde réel. Aujourd'hui, je travaille beaucoup, je gagne bien ma vie, je fais des trucs qui sont trop mortels. Mais dans la vie, il y a peut-être une petite part de chance aussi. Il faut être, je pense, aussi honnête. Il y a eu la chance que mes vidéos, elles ont un peu marché, et que mon humour a plu à certaines personnes et qui fait que ça a été un peu viral. Et voilà, il y a une petite part de chance aussi, c'est sûr. Tout ne réussit pas à quelqu'un qui arrive sur un domaine. Faut bien l'avoir en tête. Et c'est ça qui fait qu'après tu réussis dans plein de choses. C'est quand tu persistes et que tu baisses pas les bras, quoi. J'ai rappelé Alex de Cars. Je lui ai dit, bon Alex, bah, on va revendre le camion Ben, on va revendre les camions, les bordels, les machins. Donc on a tout revendu et j'ai décidé de prendre la décision, et ça c'est assez récent, de dire bon bah j'assume, je reprends une claque, moi qui ne suis plus habitué. Et bah ça fait très chier, ça me fait mal. Et j'y pense tous les jours, et tous les jours je me dis comment j'ai pu chier ça, comment j'ai pu foirer cette boîte. Et ça me casse les couilles d'en parler, mais c'est comme ça. Et voilà quoi, j'ai échoué, j'ai dit bon bah ça y est, on revend tout, on arrête. J'attends vos avis pour mon beau compte Instagram à 120 000 abonnés sur mon compte de location. Dites-moi ce que je peux en faire. Est-ce que je peux en faire un compte avec des mèmes rigolos? Est-ce que j'en fais un compte humoristique? Ou est-ce que je le garde pour lancer une nouvelle société? J'en sais rien. Je sais pas, donnez-moi des conseils, ça peut être rigolo. D'ailleurs des fois des trucs farfelus, ça peut être très con. J'ai demandé à Géraldine, ma comptable qui me suit depuis le début, à qui je dois beaucoup également, qu'on n'ait pas trop de sujets là-dessus. Je lui ai dit écoute, si on peut éviter de parler des chiffres exactement qu'on a perdus, autant se consacrer sur les choses qui arrivent et sur celles qui sont en cours. Parce que si je fais le calcul avec l'argent que j'ai perdu il y a certaines voitures que j'ai dû revendre vite. Parce que moi, quand je passe à autre chose, je veux pas que ça traîne. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des gens, le temps que je prépare et que j'ai acheté toutes les voitures, les gens se disaient mais bon, pourquoi il a 20 voitures de ouf? Et puis quand j'ai acheté le château, c'est là que j'ai arrêté la location de véhicules de sport et j'ai vendu beaucoup de voitures. Et c'est là que tout le monde s'est dit ah bah l'autre il a acheté un château, il a dû vendre toutes ses voitures. Donc c'était drôle, mais ça m'aurait pas du tout déçu ou déplu de devoir vendre mes voitures pour acheter un château, hein, pas du tout. Hein. Mais il y a des gens, tu sais, les gens un peu mauvais, ça leur fait plaisir de se dire « Ah, t'as vu, il doit vendre pour s'acheter ça, tu vois. » Il peut pas garder ses voitures et acheter un château, il est obligé de vendre ses voitures, tu vois. C'est méchant, frère, de faire ça. Et donc du coup, c'était pas la raison. Hein. Et la raison, elle est beaucoup moins honorable, hein, c'est que c'est la banque qui me l'a payé, mon château. Et c'est moi qui rembourse tous les mois, c'est tout, il n'y a pas de secret. Hein. J'ai pas posé une barre 5 comme ça. Cette fameuse histoire de location de voitures de luxe qui est devenue une société de location d'utilitaires et qui est devenue un échec incroyable. Donc voilà un petit peu l'histoire, les amis, un petit peu ce qui s'est passé avec ma société Essentiel Location, qui n'est plus, putain ça fait chier. En vrai j'en rigole un peu et tout, mais ça me fait vraiment chier parce que c'est vraiment un truc que voilà, j'ai pas maîtrisé. La morale de cette histoire, c'est que j'ai pas mesuré
l'ampleur du marché des voitures de location polonaise. J'ai pas assez préparé mon truc et voilà. Et ça va me servir pour des projets futurs. L'entretien des véhicules aussi, peut-être quand les freins à disque revenaient bleus, etc. Ouais. Ah oui, oui, exact. Très très bonne question que tu soulèves. Hein. Il y a ça aussi, mais en fait, ça m'a saoulé parce que ouais, j'avais loué une voiture. Donc évidemment, on demandait à pas fumer dans les voitures, on demandait à faire attention, à pas faire les gogoles. Et je recevais des vidéos où ma voiture est passée en launch control toute la soirée. Les freins, ils sont arrivés, ils étaient en dentelle, frère. Ils étaient bleus, cuits. La voiture, elle freinait plus. Voyant moteur, voyant de boîte. Elle puait le tabac à l'intérieur. Si tu commences à pas rendre des cautions, bah faut pas être malhonnête. Tu vois, c'est comme le mec, s'il trahit un peu une jante et que tu lui prends 4 000 € de caution, t'es quand même un connard. Tu vois. Mais il y a aussi des sociétés de location qui se basent sur ça pour faire leur chiffre d'affaires. Et moi, je suis quelqu'un d'honnête, j'allais pas prendre 4 000 € à quelqu'un qui m'a rayé une jante. J'allais lui prendre le prix que ça a coûté et éventuellement une demi-journée de non-location. Enfin voilà, j'aurais été très transparent. Là, le mec, quand il commence à te pourrir ta caisse, tu reçois des vidéos et tout, t'as plus envie de l'enculer que de lui prendre sa caution. Et j'ai préféré fermer ma gueule. J'ai préféré rien faire plutôt que de me battre avec des gens et d'avoir des problèmes et puis avoir des mecs qui reviennent à 15 après et de finir par leur tirer dessus, frère, pour une paire de freins et une révision, quoi. Et donc ça m'avait pas mal saoulé, mais j'ai eu beaucoup de clients qui se sont très bien, qui ont été super intéressants avec les voitures, qui ont été hyper soigneux, etc. Donc mine de rien, il m'est arrivé cette galère-là sur une voiture. Mais la plupart des locations qu'on a fait, ça s'était super bien passé, les gens étaient sympas, les gens étaient respectueux. Et c'est quand même un sale métier, franchement, je pense que c'est un métier, il ne faut pas être passionné par les voitures, quoi, déjà. Il ne faut pas être passionné par les voitures parce que moi, c'est de l'argent que j'ai quand même beaucoup travaillé pour avoir cet argent et acheter ces voitures. Et voir des mecs qui me les fusillent, tu vois, ça me faisait mal au cœur. Donc il faut vraiment sortir le côté sentimental des voitures. C'est pour ça que j'avais jamais loué ma Aventador finalement. Et ça, c'était un bon point à soulever, effectivement. Je pense avoir fait le tour de cette petite vidéo. Je lis tous vos commentaires, les amis. C'est vrai que dans la vidéo de Pierrick, il y a eu 2-3 petits commentaires constructifs très intéressants que je vais adapter sur les prochaines interviews où je vais écrire un petit peu pour préparer un petit peu ces vidéos-là. Je vous prépare des belles choses. J'ai envie de vous faire de temps en temps des petites vidéos comme ça où je vous parle librement. Là, je trouve que c'était pas mal d'évoquer les quelques échecs que j'ai eus. Il y en a d'autres qui sont moins graves, hein, mais qui m'ont parfois coûté plus d'argent, mais qui sont moins graves. Là, pour revenir sur Essentiel Location, je pense qu'avec la petite décote des voitures, les freins, les révisions des voitures qui étaient pas à faire, les machins, les mouvements de voitures à droite à gauche, aller les chercher, revenir, les plateaux, l'essence, les péages et tout, je pense qu'on est sur un truc où j'ai perdu pas loin de 50 000 €. Donc voilà. En tout cas, j'espère vous avoir un peu expliqué cette chose-là. Le conseil que je pourrais donner, la morale de l'histoire, le conseil que je pourrais donner, c'est entourez-vous bien quand vous êtes des gens qui commencez. Moi, j'ai pas été aidé par d'autres entrepreneurs, donc j'ai pas, si tu veux, toutes ces choses-là, j'ai pas quelqu'un qui était dans la location de voiture qui m'a donné ces petits tips et ces petits conseils. Quand vous vous lancez dans quelque chose, le mieux c'est de trouver un proche, trouver quelqu'un. Allez demander sur Internet. Je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs, vous les appelez en leur disant écoute, toi, tu es maçon depuis 20 ans, j'ai envie de me lancer dans la maçonnerie. Est-ce que tu as des petits conseils à me donner? Est-ce que tu peux un peu m'aider, me dire quelle erreur à pas faire, etc. Et je suis sûr que même un inconnu sera content de vous aider, surtout quelqu'un qui bosse et qui veut voir des gens bosser. J'ai lu des articles, j'achète des formations en ligne, j'écoute des vidéos sur YouTube, j'écoute des podcasts sur plein d'entrepreneurs. J'essaye de me former au maximum avant de faire des choses. Le mieux, c'est de se former, bien se préparer. Soyez sûr de vos billes pour pas vous planter, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, cette boîte de location, je l'ai lancée en ayant cette petite roue de secours financière qui me permettait d'éventuellement échouer. Par contre, effectivement, il y a des gens qui vont peut-être se lancer dans quelque chose en mettant vraiment tout ce qu'ils possèdent, c'est-à-dire que si ça marche pas, ils sont à la rue. Et bah moi, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai pris 2-3 claques dans la gueule, mais heureusement pour moi, ça a plutôt bien marché. Préparez bien le travail. C'est comme une petite bonne femme. Non, je suis sur la chaîne secondaire. Un jour, je vous parlerai peut-être d'une boîte que je suis en train de monter aussi, une boîte dans la communication. On va mettre au service des entreprises tout ce qu'on sait faire sur les réseaux sociaux, sur le développement, sur le marketing, sur l'accompagnement d'entreprises et la gestion de tout ce qui est Internet. Peut-être que je vous en parlerai. Dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Et j'ai prévu également aussi de vous faire suivre un projet de A à Z sur la création d'une entreprise, du papier où j'écris 3 notes à l'ouverture officielle. Donc ça arrivera, mais c'est un gros projet qui ne va pas se faire tout de suite. Je vous embrasse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, on est 170 000, c'est incroyable. Moi je pensais que j'allais avoir une petite chaîne secondaire où j'allais
pas regarder les vues. Je les regarde pas, hein, j'en ai rien à faire, hein, mais c'est pas du tout le but de la chaîne. Hein. Je pensais pas du tout avoir 170 000 abonnés sur une chaîne secondaire. Je m'étais dit, putain, moi dans ma tête j'avais mis 40 000. Je m'étais dit, si on arrive à avoir 40 000 sur cette petite chaîne, ce serait trop rigolo. Donc là, bah, finalement, on n'est pas loin des 200 000. Donc abonnez-vous, les amis, même si c'est pas le projet de base. Oh non, trop mal, tu l'as pas eu. Ah, merde. Ça pisse comme un humain, t'as vu? T'as vu le jet, frère? T'as fait une flaque, gros, laisse tomber. Et donc voilà, si c'est pas la course aux abonnés et aux vues, mais si vous pouvez vous abonner, ça fait toujours ça de plus, les amis. Elle fait pipi. Oh non! Elle m'a chié sur le soulier! Putain! Oh la salope! Ah putain, elle a fait une petite crotte! Oh non, la salope! Ah putain, elle a moutré sur mon soulier, frère! Oh non! Et toi, tu sais, le gars qui veut trop rester dans son taf, tu sais, il veut pas niquer la vidéo. Quoi? Bah, t'as juste chié sur le pied, mec. T'es relou, mec. L'autre, elle emmène les lumières et tout, frère. Mais c'est des bulldozers, regarde les tortues, frère. C'est hyper relou une tortue parce que ça a tellement de couple, frère, c'est que du couple. Bon, les amis, sur ce... je vous remercie d'avoir été là. Continuez d'entreprendre, continuez de vous acharner au travail et surtout ne lâchez rien. Et même quand vous prenez une claque dans la gueule, c'est comme ça que vous arriverez à faire mieux et 2 fois plus fort la prochaine fois. Allez, salut. L'autre, elle pisse un bol par terre, l'autre, elle me chie dessus, frère. Laisse tomber, quoi. Il n'y a plus aucun respect avec les tortues.